Mais ce qui est nouveau maintenant, ce sont des Hegeliens libéraux du centre. Il y a tout un mouvement, par exemple, toute cette école, ce qu'on appelle en anglais Pittsburgh Hegelians. Brandom, John McDowell, et il y a pour les identifier, maintenant je parle comme membre de notre police secrète, comment identifier l'ennemi, le signe de reconnaissance, c'est précisément reconnaissance, recognition. Il y a deux traits de cette version libérale de Hegel. D'un côté, l'horizon politique ultime de Hegel, c'est celui de la reconnaissance libre, c'est pas enregistré là, ou quoi, pas... Ça redémarre, c'est parti. Mais si vous êtes un bon KGB, vous avez une autre micro. Il y a partout. Non, sérieusement. Donc d'un côté, c'est ce libéralisme politique, Hegel, et de l'autre côté, c'est une neutralisation ontologique de Hegel. On dit, on doit totalement oublier ontologie ou quoi. Hegel, ça devient littéralement une philosophie du langage pragmatique, et la logique, ce n'est qu'une somme de toutes les façons possibles d'argumenter de façon rationnelle. Donc on dit on doit totalement oublier toutes les thèses ontologiques. Hegel, c'est seulement un théoricien du discours rationnel qui donne toutes les versions. Et je crois que c'est ça la catastrophe véritable. Que c'est Hegel totalement neutralisé, disons, même d'une façon très naïve, tout l'aspect de cette violence excessive, lutte, ça disparaît. C'est un Hegel où on finit par se pâter, par oui, on est des amis, on se reconnaît, c'est horrible ça. Une autre chose, maintenant ça serait peut-être un peu problématique, mais j'espère que tu serais d'accord parce que c'est quelque chose qu'on a été accusé même par quelqu'un de nos élevés ensemble. Cette idée qui a besoin de la logique de Hegel, c'est abstrait, maintenant il y a des luttes concrètes. Comme un de nos amis a dit en Angleterre récemment, organiser la réunion des travailleurs à l'université, comment dire, de cleaning ladies, les femmes qui... Ça c'est plus important que d'écrire un livre sur Hegel, etc. Mon problème c'est ça, et on cite Marx, non? Je crois qu'on doit problématiser un peu ça. La grande thèse 11, non, les philosophes ont seulement interprété le monde, on doit le changer. La première question que je pose ici, c'est d'une façon bien anglo-saxon, empirique, mais qui sont ces philosophes qui ont seulement interprété le monde? Presque aucun. Platon, non, il est même allé à Syracuse pour changer. Au contraire, tous les philosophes ont eu un projet comment changer, sauf un, Hegel. Et c'est lui exactement qui a contribué plus que tous les autres au changement du monde, non? Donc, on doit être beaucoup plus attentif ici, et pour vous amuser un tout petit peu, j'espère que vous ne connaissez pas, il y a une... Lénine a été comme ça, la catastrophe totale, c'est-à-dire l'éclat de première... C'est l'éloge de la grande logique. Mais quand la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il fait? Subtraction, non? Il se retire à Suisse et il lit la logique de Hegel. Et quelle est sa conclusion? Vous la connaissez? Ah, ça c'est l'autre. Mais quand même, on doit passer par... Même chez Marx, pour moi, le moment le plus poétique de Marx, c'est qu'autour du temps des communes de Paris, il y avait pour 1 mois, 2 mois, peut-être l'illusion que peut-être c'est déjà le temps de la révolution européenne. Et Marx écrit une lettre tellement belle pour moi à Engels où il dit « Mais pourquoi la révolution? Je n'ai pas encore fini le Capital. » C'est tellement authentique, c'est tellement correct. Ça, non? Je crois que notre attitude doit être quelle? Je m'excuse si vous connaissez cette blague, mais c'est ma blague préférée. Que quand j'étais jeune dans un pays socialiste, dans tous les lieux dans l'école, on aura cette formule fameuse de Lénine aux jeunes gens. Comment on dit ça? Learn, apprendre. Oui, apprendre. Apprendre. C'est la réponse de Lénine à qu'est-ce qu'on doit faire comme un jeune homme, non? Apprendre. Bon, la blague, c'est ça. On demande
c'est un vice vulgaire, anticommunisme et je l'aime. On demande Marx, Engels et Lénine, qu'est-ce qu'ils préfèrent? La femme mariée ou la maîtresse? Marx dit la femme, il était conservateur. Engels, plus un bon vivant, dit la maîtresse. Et Lénine répond les deux. On dit pourquoi Lénine? Il a été un ascétique, est-ce qu'il était un pervers secret? Et on a dit pourquoi? Mais pourquoi? Lénine répond pour que je puisse dire à ma femme que je suis chez ma maîtresse et à ma maîtresse que je suis près de ma femme. Et on lui demande mais qu'est-ce que tout fait pendant. Je apprends. Non. Et c'est totalement correct. Parfois, c'est précisément ça dont on a besoin dans des situations critiques. Je crois qu'aujourd'hui, cette phrase activiste, mon Dieu, pourquoi perdre du temps sur la théorie, les enfants meurent de faim en Afrique, etc. C'est le discours officiel, le dernier qui a parlé comme ça, c'est Bill Gates. Pourquoi? Parce que c'est toute une série d'arguments contre-théorie. On dit, c'est une crise terrible, donc tous les gens honnêtes doivent se rassembler, ça n'importe pas, capitalistes, les riches, les banquiers, les organisations humanitaires, le gouvernement, pour qu'on fasse quelque chose. Et l'idée, c'est précisément on doit agir pour ne pas penser. Donc je crois qu'il y a peut-être des situations où on doit précisément dire, peut-être on a essayé de changer le monde trop vite et peut-être on doit l'interpréter un peu plus. Non, on ne doit pas avoir de peur à faire ça. Et tous les grands marxistes le savent très bien, oui. Juste un mot, parce que peut-être les gens ne le savent pas. La conclusion de Lénine, quand il lit dans les circonstances que vous évoquez à son exil en Suisse, La Grande Logique, et on le sait parce qu'il avait pris plein de notes, et qui sont, j'espère qu'on les republiera un jour, et à la fin il dit personne ne comprend Marx s'il n'a pas lu et compris toute la Grande Logique de Hegel. Maintenant, je veux dire quelque chose pour laquelle tu vas m'arrêter à la sortie. Je crois que malheureusement, Hegel lui-même, je crois que la limite de sa compréhension de Hegel, c'est la catégorie quand même de ce qu'on appelle en allemand Wechselwirkung. Réaction, contre-réaction mutuelle, qu'il y a quelque chose quand même qui manque. Oui, mais c'est quand même un hommage à la théorie, c'est ça que Non, absolument, oui, absolument. Bon, pour... À condition qu'elle soit vraie. Voilà. Quoi? Et la théorie. Oui, parce qu'il a dit aussi, Lénine, la théorie est toute puissante parce qu'elle est vraie. Voilà. Et le problème c'est parce qu'elle est vraie. Oui, mais qu'est-ce que tu penses de cette thèse? C'est problématique. Non, je ne suis pas contre, mais c'est une question très sérieuse, comment l'interpréter. Parce que je peux imaginer une situation où la vérité au niveau vulgaire des faits, c'est vrai, mais à un niveau positiviste, mais c'est faux politiquement. Par exemple, pour te donner un exemple que j'utilise toujours, la fin de la République démocratique d'Allemagne, il y avait d'un côté les annexionnistes, on ne doit que rejoindre l'Ouest. Il y avait Heiner Müller et quelques utopiens qui pensent peut-être c'est une chance unique d'un autre socialisme, bien que Heiner Müller et ses amis ont été peut-être des utopistes, bien que la vérité a été du côté des annexionnistes pro-occidentaux, mais quand même il y avait un élément de vérité. Ce que sous une forme utopique négative a été sauvé par Heiner Müller, c'est l'ami. C'est simplement cette idée que non, le capitalisme libéral n'est pas la réponse finale, non, que des problèmes existent. Si je peux maintenant seulement finir, je veux passer sur cela, comment la même liste que tu as décrit, qu'on peut définir presque toutes les philosophies après Platon comme réfutation de Platon, exactement la même chose vaut pour Descartes et aussi pour Hegel. Presque toute la philosophie après Hegel, c'est une espèce d'anti-hegelianisme. Deux choses seulement. Premièrement, la question très élémentaire. Pourquoi Hegel? Pourquoi, comme je dis parfois même, revenir à Hegel? Parce que c'est une thèse un peu problématique pour des marxistes orthodoxes. Je veux me
découvrir devant une autorité, je veux me référer à toi. Quand tu dis contre cette idée historique d'un développement organique historique vers le communisme, etc., je suis juste un peu plus pessimiste que Marx. Je crois que Marx a encore cru que la situation de son temps ouvre une, comme le disent des marxistes comme Lukács, objektive Möglichkeit, possibilité objective pour la révolution, et qu'il y a un agent historique, la classe ouvrière organisée, qui peut fonctionner comme l'agent de cette nécessité. C'est une position totalement interdite par Hegel. Hegel est beaucoup plus ouvert à la contingence. Deuxième raison pourquoi revenir à Hegel. Je crois qu'aujourd'hui, notre situation est d'une certaine façon beaucoup plus proche à celle de Hegel, pour simplifier les choses jusqu'au bout. Quelle est la situation hegelienne? Il y avait un grand essai de la libération. Et Hegel le pense, je suis un vieux jacobin comme toi, je ne suis pas d'accord avec Hegel, mais la vision de Hegel a été que ça a fini par un échec, la terreur, blabla, mais quand même, on doit admettre que Hegel n'a jamais tiré la conclusion ou bien conservative, donc la révolution a été une catastrophe, on doit revenir, mais aussi il a toujours rejeté la version libérale, le rêve idéologique de 1989 contre 93. C'est-à-dire la première étape, c'est bon. Non, Hegel a vu absolument la nécessité, et le problème de Hegel n'est pas, c'est dans ces conditions de l'échec, comment sauver l'héritage de la révolution, comment la répéter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça exactement notre problème. Dans le XXe siècle, il y avait un effort gigantesque de libération. Bon, on ne doit pas le discréditer totalement. Il y a quand même quelques résultats, éducation, etc. Mais disons, à la fin, ça a fini, stalinisme, blabla, Deng Xiaoping, dans un échec. Et précisément, comment insister sur cet héritage? On ne doit pas dire, oh, le jeu est fini. Même pour vous dire brutalement, il est un crétin demi-honnête. Francis Fukuyama. Pourquoi? Quand il m'a dit, même Fukuyama n'est plus fukuyamaïste. Il reconnaît aujourd'hui que des problèmes d'écologie, de biogénétique, de propriété intellectuelle, que c'est une limite insoutenable pour le capitalisme libéral, que ça ne marche pas. Donc, c'est ça pour moi, répéter. La chouette de Minerve est passée sur Fukuyama aussi. Oui, là. Oui. La chouette de Minerve est passée aussi, venue éclairer Fukuyama le lendemain matin. Je ne suis ici qu'un bon marxiste parce que Marx a toujours souligné qu'on peut, ça a été son cas à propos de Balzac, qu'on peut apprendre beaucoup plus des conservateurs honnêtes qui confrontent les antagonismes. C'est beaucoup mieux les conservateurs honnêtes, pas des réactionnaires, mais des conservateurs par rapport aux libéraux plates qui veulent seulement des progrès, etc. Donc, pour finir, je ne dis pas que Hegel le sait tout, et je cite quelque part dans mon livre, c'est très intéressant, comme tu l'as souligné, de le voir comment ouverte Hegel, par exemple, Hegel n'a absolument pas pensé que c'est la fin d'histoire. Dans la préface de son lecture sur l'histoire, sur philosophie de l'histoire, il dit des choses extrêmement intelligentes quand il parle des États-Unis et de la Russie. Il dit, c'est trop tôt de définir la structure rationnelle. On est trop tôt, il dit, c'est pas mauvais, hein? Il dit ça en 1820, il dit, c'est le prochain, le 20e siècle, qui serait le siècle de la Russie et des États-Unis. C'est trop tôt. Un autre exemple, dans la philosophie de nature, mais presque sur chaque page, il dit, on ne le sait pas assez. Donc Hegel n'a pas le savoir absolu, je ne veux pas perdre maintenant, mais c'est absolument pas cette connerie où un crétin à Berlin a pensé qu'il sait tout, etc. Non, c'est pas ça. La chose intéressante, c'est ça pour moi. Que
la grandeur de Marx, quand, après le fiasco de 1848, il revient aussi à la... Ça a été Marx en Suisse, non, à Zurich, non? Parce qu'il s'est retiré, il a recommencé, c'est ça, Grundrisse Capital. Il s'est retiré, il a recommencé à lire la logique de Hegel. Et la grandeur de Marx, c'est de montrer, c'est un point très beau, développé par mon ami marxiste américain Frederick Jameson, que, en ce qui concerne l'économie, Hegel, c'est pas que Hegel n'a pas... Non, Hegel n'a pas été assez hegelien là. Qu'il y a un aspect... C'est pourquoi dans tous les passages clés du Capital, et spécialement Grundrisse, il y a des références hegeliennes. Par exemple, quand Marx décrit le passage de l'argent au capital, c'est tout à fait dans le terme hegelien. La substance, la neutralité de l'argent devient sujet de son propre automouvement, etc. Et la reproche élémentaire de Marx à Hegel, c'est précisément que capitalisme, que l'idée, pour des raisons historiques, blabla, Hegel a réduit le capitalisme à ce type de capitalisme de Adam Smith, des artisans individuels, Epson, blabla. Il n'a pas encore vu précisément l'aspect hegelien du capitalisme. Non? Et la grandeur de Marx, c'est précisément d'une certaine façon hegelianisé. Et il y a un autre côté qui est, avec ça, tu peux me croire ou pas, mais quand même, je veux finir, non? Je ne te crois jamais. Oui, ah oui, tu as dit qu'on est des compagnons, non? Je dirais plutôt qu'on est compagnons de route, non? Maintenant, on peut être amis, mais dans 30 ans, c'est bien ou toi ou moi qui serait à Goulag, envoyé par toi. Mais pour le moment, on est des grands amis, non? Non, mais sérieusement, c'est pourquoi, et je le répète aussi dans ces livres, le moment crucial de Hegel repris par Marx, la théorie du fétichisme des marchandises par Marx, c'est d'une actualité extrême. Pourquoi? C'est pas la naïveté bête, au sens que les gens, dans leur expérience quotidienne, ne voient pas. Non, c'est beaucoup plus raffiné. La thèse de Marx, c'est déjà formidable. Le début même de ces sous-chapitres sur le fétichisme des marchandises, Marx dit, dans la première approche, une marchandise apparaît un phénomène tout à fait ordinaire. Mais l'analyse montre que c'est un objet très étrange, plein de moments théologiques, etc. Subtilité métaphysique. Oui, c'est-à-dire, la thèse est très belle. C'est que, précisément, dans notre idéologie quotidienne, on ne voit pas l'aspect métaphysique. Marx n'est pas un idéaliste, mais où est cet aspect métaphysique? Dans la réalité sociale elle-même, la thèse de Marx, c'est très belle. C'est qu'un sujet bourgeois typique, au niveau quotidien, on ne croit pas où la marchandise c'est un objet magique. Non, l'argent c'est un instrument d'acheter, c'est très sens commun. Mais dans la pratique, l'illusion, c'est pas simplement l'illusion véritable dans la tête. C'est une illusion matérialisée dans la pratique sociale elle-même. Donc le très beau paradoxe marxien, c'est qu'on peut être d'un sens commun totalement correct dans la vie explicite, mais on pratique l'idéalisme. L'idéalisme, c'est dans la structure de la pratique sociale. Et je trouve ça absolument crucial, spécialement aujourd'hui, dans notre âge cynique. Il y a une autre blague, très brève, je le cite tout le temps, peut-être vous la savez, qui est parfait, comment l'idéologie fonctionne aujourd'hui. Vous connaissez, j'espère, c'est quand même un grand type, Niels Bohr, physique quantique. Il a, soit dit en passant, est-ce que vous ne le savez pas, il a donné une réponse formidable à Einstein qui a dit, mais Dieu ne triche pas, Dieu ne joue pas. Vous savez quelle a été la réponse de Niels Bohr? Tu ne dois pas donner des ordres à Dieu ce qu'il doit faire. Dans un style de Malebranche. Bon, l'histoire, c'est ça. Une fois, j'ai lu ça dans une biographie de Niels Bohr, une fois il a été visité dans son dacha, petite maison dans la campagne, avec un ami, un autre scientifique, qui a vu là
au-delà de la porte d'entrée, qu'on appelle ça, de cheval. Qu'est-ce qu'on met sous le... Les éperons. Oui, oui. Est-ce qu'ici aussi, en Europe centrale, on met ça, c'est une entité de superstition. L'idée que si on ça au-delà de la porte, ça prohibit les mauvais... Oui, oui, ça interdit aux mauvais d'entrer. Et donc, l'ami dit, scientifique dit, demande, mais pourquoi tu as ça? Est-ce que tu es superstitieux? Est-ce que tu es crétin? Il dit, bien sûr, je n'y crois pas. Je ne suis pas, je suis scientifique. Il dit, mais pourquoi donc tu as ça là? La question, la réponse. Il dit, je n'y crois pas, mais on m'a dit que ça fonctionne même si on n'y croit pas. C'est ça l'idéologie. C'est ça aujourd'hui, liberté et démocratie. On est tous cyniques, mais on fait comme si on n'y croit pas. Non? Et on peut vraiment apprendre beaucoup. Et dans ce sens, on doit lire. Je ne dis pas, j'essaie même à être critique. J'ai des points très précis, les points critiques à propos Hegel, etc. Non, mais de ces points précis, je crois que Hegel, comment le dire, n'est pas mort, et j'aime beaucoup, j'ai utilisé ça dans un autre livre, Adorno, dans son petit livre, Les 3 essais sur Hegel, il dit que c'est totalement erroné, cette question historiciste, arrogante. Qu'est-ce que Hegel, qu'est-ce que ça veut dire de notre vue? Qu'est-ce que ça peut nous dire encore aujourd'hui? Adorno dit, c'est quand même beau, qu'on doit renverser la question. Notre contemporanéité, qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de Hegel? On doit retourner la question. Plus que jamais, on doit faire ça aujourd'hui. Et voilà. Bravo. Si on va éditer ça, je veux qu'on y mette le mot final des camarades Staline. On était accompagnés par un applaudissement Unanime. Unanime, oui. Ah non, mais Staline, là, il fait, tu ne le sais pas, il fait une chose géniale, là. Staline dit, s'écrit quelque part dans l'histoire de... Honnêtement, précisons, je ne suis pas stalinien. C'est le Politburo qui va décider. Non, mais je veux me dire... couperai moi-même. Il dit... Non, c'est mon côté stalinien, c'est que je couperai le passage. Littéralement qu'il a écrit ça, le rapport d'un congrès de 28. Il dit que, avec grande majorité, le congrès a... avec unanimité accepté le propos des camarades Staline. Donc, majorité, unanimité. C'est la minorité disparaît. Non? Et il y a une autre formulation absolument géniale de Staline, de cette même époque, quand il a été... la question lui a été posée par un journaliste, quelle déviation est pire? Parce qu'à cette époque, il y a des trotskistes, des gauches et des droites boukharines. Il n'a pas dit tous les deux sont mauvais. Il a dit tous les deux sont pires. C'est absolument correct. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de changer quelques... On prétend qu'on est dans une démocratie, oui. Mais si tu es un bon stalinien, j'espère que tu as déjà distribué des questions. C'est là que, là aussi, je couperai, parce que, évidemment, sans ça, je suis surveillé. Non, mais moi, non. je voulais quand même faire une remarque intercalaire de façon à lui donner des raisons de préparer ma venue au Goulag. Oui. Tu n'as pas répondu à ma question. Qui a été la question de... La question de savoir si Hegel, c'était une théorie de l'impossible substituée à une théorie de la possibilité. Désolé, je vais être vraiment vite. Je crois qu'on peut vraiment... De quelle façon? Tout le mouvement dialectique, c'est qu'on a un concept et on essaye à l'actualiser, réaliser, et on bute sur un impossible. Mais pourquoi est impossible irréductible? Par exemple, à la fin, on n'obtient pas une réalité qui corresponde parfaitement à ce concept. À la fin, le résultat, c'est toujours qu'on doit laisser tomber le concept lui-même et passer à un autre concept. Par exemple, la théorie hegelienne d'État
c'est bien sûr à la recherche d'un état rationnel, etc., de la réconciliation. Et le résultat de Hegel, c'est pas à la fin ce qu'il écrit là dans la philosophie de droit que c'est... Non, c'est la limite, c'est pourquoi on doit passer dans la communauté religieuse, même ça ne fonctionne pas, on doit passer à la logique. Non, je crois que l'impossibilité est irréductible. À la fin de la logique, c'est déjà Lénine, il a perçu très bien ça, que là, à la fin de la logique, l'idée absolue, c'est simplement une description abrégée du chemin. C'est pas, non, l'impossibilité est irréductible, c'est pourquoi la métaphore de Hegel, c'est toujours une circulation répétée, et une fois, dans mon conflit amical il y a 30 ans avec Jacqueline Miller, quand il a dit, mais quand même, la métaphore hegelienne, c'est le cercle de cercle, et la métaphore de Lacan, c'est de 8 intérieurs. Je le cite quelque part, non, Hegel dit, le modèle de dialectique, c'est le 8 intérieur, il le dit. Non mais c'est vraiment quelque chose de horrible à Hegel. On a toujours de nouveau cette expérience qu'on pense, voilà, on lui a, en slovène, on dit d'une façon vulgaire, on lui a craqué les testicules, quoi. On le tient, et toujours non, désolé, il l'a déjà Donc c'est ça ma thèse. C'est la réponse. Oui. À la question. Oui, que précisément, chez Hegel, la réconciliation ne veut pas dire qu'on abolit l'impossibilité, mais précisément qu'on reconnaît la nature constitutive de l'impossibilité. Et donc il est quand même très proche de la formule lacanienne selon laquelle le réel c'est l'impossible. Absolument, oui, oui. Et c'est ça, comme je l'ai déjà dit, tous les problèmes pour moi avec Lacan, le vieux Lacan, il a même un retour de Hegel chez Kant, c'est lui. Mais je crois que c'est un grand paradoxe, plus qu'il devient dans ces derniers séminaires, bien que même là, j'ai une position très dissidente, c'est très brutal de dire ça, je m'intéresse si tu serais d'accord. Je crois que quand même les dernières années de Lacan, après le séminaire Saint-Homme sur Joyce, c'est quand même une régression. Je crois qu'il y a quelques séminaires logiques du fantasme encore, etc., qui est le sommet. Là, il voit le problème, c'est un impasse. Et après, toutes ces dernières formules de résoudre l'impasse, c'est tragique, c'est un échec. Pourquoi? Parce que j'ai été toujours contre cette idée de chercher un dernier moment, quand un grand penseur est en train de mourir, et penser qu'il y a là un secret final. Même, j'ai été dans ces temps membre du cercle lacanien, et je me souviens, la dernière maîtresse officielle de Lacan, Catherine Millot, toute son statut elle a été là quand Lacan, au moment de mort. Il a dit toute une mythologie que juste avant de mourir, il a dit à elle, je ne sais pas quelle a été. Quand même le rapport sexuel avec toi existe ou pas. Toute son carrière a été d'expliquer quel est le secret que... Non, je ne crois pas ça. Je ne le crois pas ça. Il y a avec beaucoup des auteurs où la logique est bien différente. Qu'il a une grande tension, c'est le moment authentique, et les dernières années, c'est plutôt une régression. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi là une question hegelienne. Tu as parlé justement de la question de la fin. Et c'est un grand opérateur à partir duquel on peut interroger Hegel. Puisque dans la conception classique, il est considéré comme le théoricien de la fin de l'histoire, ou, en prenant un autre exemple très simple, la fin de l'art. Or, en réalité, on sait très bien que c'est toujours un malentendu, parce qu'en réalité, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin au sens du réel. Voilà un de nos ennemis. Ok, dans ma magnitude extrême, non, je te laisse finir. Laisse-moi finir, parce que c'était une question que je t'adressais. Il me semble que, en réalité, la fin de Lacan, par exemple, dont tu viens de parler, c'est le moment où la figure qui surgit, c'est la figure de Oedipe Apollon. C'est-à-dire, il va y avoir une disparition énigmatique, en réalité. Oui. Il va y avoir une disparition énigmatique dont on ne sait pas si elle est la fin ou de quoi elle est la fin. Bien sûr, on peut dire Lacan est mort, empiriquement. Oui. Mais si on pose en termes de l'œuvre, je pense que l'œuvre elle-même
Et il aura attesté jusqu'au bout de l'impossibilité de sa fin. C'est ça le problème. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a la légende du dernier mot qu'il aurait confié. Mais moi, ce que je pense, c'est la figure de Colonne. C'est-à-dire qu'elle était... Tout à fait d'accord, parce que moi, j'avais toujours des problèmes, et je crois que Lacan aussi, avec l'Antigone. Pour moi, l'Antigone, c'est extrêmement problématique, et je crois que dans le séminaire qui vient après Éthique de la psychanalyse, c'est le transfert, non? Ok, au début, tout le monde connaît son impression de Socrate. Mais pour moi, beaucoup plus intéressant, c'est la lecture de Claudel, Cygne de Coufontaine, Otage. C'est là, je crois que la figure de Cygne, avec ses gestes à la fin, c'est presque une autocritique d'Antigone. C'est crucial de lire Antigone avec Claudel, non? Et pour vous amuser, maintenant, c'est pas une blague, je t'ai déjà dit ça, j'ai juste fini en anglais, une nouvelle version, c'est pas un vitz, c'est sérieux, brechtienne, disons, de Antigone. J'ai réécrit Antigone dans le style de Brecht de cette pièce de théâtre didactique, Ja-Sager, Nein-Sagers, c'est-à-dire j'ai réécrit Antigone, j'espère que toi, comme Staline, tu serais d'accord. Et ça a été immédiatement accepté à Volksbühne. Castorp va monter ça l'année prochaine. Ma version, c'est celle. À un certain moment, le grand conflit entre Créon et Antigone, à ce moment, il y a 3 versions. La première version, c'est celle de Sophocle. On la connaît. Dans la deuxième version, Antigone gagne. Elle convainc Créon, oui, blablabla, et le résultat, c'est une catastrophe totale. Parce que comme Créon l'a prévu, les gens ont furieux, on ne peut pas donner une funéraille propre à un traître, et toute la ville est dans le feu détruite, et dans la scène finale de la deuxième version, c'est Antigona marche au Thèbes, tout est détruit, et il répète sa grande ligne, j'ai été créé pour amour. Et le cœur lui répond, mais crétin, mais c'est toi qui as causé ça. C'est ça, la troisième version, c'est la version préférée. Au milieu du conflit entre le grand débat entre Antigone et Créon, le cœur intervient. Le cœur, c'est d'habitude la voix de la bêtise, non? C'est des proverbes, des stupidités, etc., non? Mais là, c'est un autre cœur. Le cœur fait un coup d'état progressif. Il dit, c'est un conflit de féodal, de la classe aristocratique, et c'est à cause de votre conflit idiote que toute la ville sera ruinée. Et la Cour s'établit comme un comité de salut public. Il dit, les deux sont arrêtés, Créon et Antigone tués, et la dictature du peuple, non, etc. Ah, c'est la bonne réponse. Oui. Et ça, vraiment, c'est déjà... on peut déjà l'acheter en allemand, Fischer Verlag, le mois prochain, ça va paraître à Bloomsbury Press. Parce que j'espère que ça sera donné à Paris ou en France. Si quelqu'un veut le faire, voilà, je fais un peu de propagande. Je voulais juste rappeler une petite chose, c'est que, pour parler de 2 personnes, on a parlé, je ne sais pas du tout pour avoir le dernier mot, mais pour clarifier un point où il y a peut-être un malentendu, Althusser avait félicité, paraît-il, Staline, lapsus révélateur, avait félicité Staline quand Staline avait condamné le principe de la double négation. Oui, mais parce que la version althusérienne de la double négation, c'était simplicité. Non, mais je les mets tous les deux dans le même sac pourri, hein, entre parenthèses, sur ce plan-là, du point de vue du rapport à Hegel. Hein. Mais une autre chose, je connais quelqu'un aux États-Unis, je ne sais pas combien de contacts tu avais avec Althusser, qui s'appelle Warren Montag, qui est un spinozien, maintenant il est plus proche de Hegel, il a été très proche dans la dernière dizaine d'années avec Althusser. Il m'a dit une chose très intéressante, que tout est changé 1973 avec ce livre formidable qui est vraiment un des meilleurs livres sur Hegel, Gérard Lebrun, La patience du concept, qu'ils l'ont tous lu, c'est-à-dire Althusser, Balibar, Pierre Macheret, qui a écrit avant Hegel contre Spinoza. Après,
ils l'accepteront immédiatement. Notre lecture a été erronée, et ça, donc ça change graduellement dans une lecture tout à fait différente. Même Althusser a changé un peu. Althusser, je suis pas sûr. Hein. Si on Non, lit oui, ses écrits posthumes. mais c'est là que ce que je n'aime pas chez lui. C'est les Persévérare et derniers Diabolicum. écrits, cette philosophie aléatoire. C'est trop un nominalisme. Malheureusement, une autre différence, je crois que nous ne sommes pas des nominalistes, non? Ah ben ça c'est très important. Oui. C'est très important, oui. Et malheureusement, l'identification finale dans cette philosophie aléatoire, matérialisme d'Althusser, c'est nominalisme. Il le dit ouvertement. Et je crois que non. Que c'est un réalisme, c'est pas un réalisme naïf, médiéval, mais c'est un réalisme du réel, comme on dit. L'université, c'est celle du réel, d'un antagonisme, etc. Bien, merci. On va...